Bienvenue à tous, merci. Merci de votre fidélité. Je sais qu'à travers le monde, vous êtes très nombreux à nous suivre. Nous allons parler maintenant de Matata Mponyo. Depuis un certain temps, nous avons beaucoup parlé du procès, beaucoup d'émissions à travers les médias ici en RDC et à travers le monde aussi. Alerte sur ce procès à venir, le caractère parfois irrégulier, pour ne pas dire les conditions dans lesquelles ce procès risque d'avoir lieu. Nous allons essayer de parler de cette fois-ci de ce que pensent les observateurs, ce que pensent ceux qui l'ont vu à l'œuvre, ceux qui témoignent de l'homme lui-même. Quelques éléments d'appréciation de cet ancien Premier ministre de la RDC qui a de 2010 à 2015 donné à la RDC le meilleure performance en matière économique, en matière des infrastructures, en matière sociale, mais également en matière de gouvernance. Matata Mponyo, un leader témoigné par les autres, avec naturellement quelqu'un qui a été son vice-ministre, Franklin Chamala, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir en cravate rouge. Bienvenue. Merci beaucoup, Jean-Marie, pour l'invitation sur votre plateau prestigieux. Est-ce que par ces temps qui courent, la fidélité fait partie des valeurs des hommes politiques congolais? Je ne dirais pas oui. Pour notre pays, lorsqu'on voit les comportements, excusez-moi, moutonniers qui caractérisent les politiques congolais, qui sont prêts à suivre les tenants du pouvoir, quelle que soit sa taille. La loyauté, la fidélité sont des valeurs que nous devons encore apprendre à forger. Qu'est-ce qui justifie votre constance? Qu'est-ce qui justifie cette, pas fidélité, mais cette reconnaissance dans les valeurs de cet ancien Premier ministre qui est aujourd'hui sénateur, Matata Mponyo? Qu'est-ce qui justifie cela auprès de Franklin Chamala? Cette question a été posée aux disciples de Jésus, par Jésus lui-même. Il leur dit, les autres sont partis. Mais pourquoi vous restez là, vous? Imaginez-vous que Kabila, notre président honoraire, notre leader au FCC, nous pose à nous qui sommes restés cette question-là. Que répondrions-nous? Imaginez-vous que Matata nous pose cette question-là parce qu'il me l'a déjà posée plusieurs fois. Les disciples de Jésus ont dit à Jésus, vers qui irons-nous, Seigneur? C'est auprès de toi que nous avons les paroles de la vie éternelle. Mais vers quoi voulez-vous que nous puissions courir encore? Vous voulez que nous courions vers après le pouvoir, vents? vers l'argent, vers le... Allez. Non, nous avons un certain idéal pour les pays. On a un certain idéal. À cet âge, on ne court pas après du vent. Ce pays a quand même besoin de notre sérieux pour être rebâti. Ce pays a quand même besoin de ses meilleurs enfants pour être rebâti. Ce pays a besoin de modèles. Et nous essayons de nous coller aux modèles, aux hommes et aux femmes, à l'instar des Matata, qui ont montré qu'ils avaient des choses à donner au pays. Nous essayons de nous coller à eux pour être utiles à notre tour à la RDC. C'est cela l'exercice auquel nous nous livrons maintenant. Parce que la RDC a quand même besoin de repères. Et donc, c'est facile. Lorsque vous avez trouvé un repère, vous restez collé au repère jusqu'à ce que vous puissiez vous identifier au repère. C'est tout. Mais alors, qu'est-ce qui fait des autres, ceux qui portaient la cravate rouge comme vous, ceux qui avaient même plus que vous, en termes de postes, en termes d'avantages, en termes même, je dirais, d'élévation? Pourquoi ont-ils disparu? Bon, ils répondront un jour à cette question. Dans tous les cas, leur conscience les met déjà à l'épreuve. C'est des gens qui ont couru après des choses qui n'étaient pas durables et qui préfèrent s'en contenter. Vous savez, j'ai assisté un jour à une réunion du FCC à Otana, où quelqu'un s'est réclamé être fils spirituel d'Emzé. Fils de Demzé. Demzé. Oui.
j'en parle ouvertement. Je pense que les amis qui étaient là, et même la sœur jumelle du président qui était là, doit se souvenir de ces jours-là. C'est une personne respectable dans ces pays qui dit « Vous êtes, vous, enfant biologique d'Emzé », s'adressant à la sœur jumelle du chef de l'État, honoré Joseph Kabila Kabange. Mais moi, je suis le fils spirituel d'Emzé. Moi, je peux mourir pour Mzé. Je ne supporte pas que les gens comme les Bahati ici s'amusent avec nous, avec l'héritage d'Emzé. Nous sommes en pleine réunion. Monsieur a failli en venir aux mains avec le président du Sénat actuel, Bahati, qui était avec nous au FCC. Mais laisse-moi vous dire, qu'est-il devenu ce monsieur? Qu'avant que les coqs ne chantent, oui, avant même que Bahati ne rejoigne l'Union sacrée, monsieur est parmi ceux qui ont commencé à veiller à la porte du président Tshisekedi pour l'implorer à pouvoir créer rapidement l'FCC, en fait l'Union sacrée, oui, afin de leur donner les débouchés actuels. Monsieur est parti, il fait partie aujourd'hui de ceux qui chantent à la gloire du président Tshisekedi et de ceux qui lancent les colibés à Joseph Kabila et à sa famille politique. Hier, il se disait fils spirituel, c'est un ami honoraire à Joseph Kokonyangi. Quand j'en parle, il sait de qui je parle. Je ne vais pas polémiquer simplement. Un ami intime à Kokonyangi. Vous comprenez? Qui s'est réclamé hier fils spirituel. Il l'a dit à haute voix. La réunion était présidée, je crois, par Némi Mouilania ou par l'ancien secrétaire général de la majorité, Aubin Minakou. Vous voyez les Congolais? Vous voyez les Congolais? Et donc, comment voulez-vous que nous puissions Il est quoi? Député, ministre actuellement? Ben, il a eu tout aux côtés de Kabila. Non, actuellement, il est quoi? J'ai dit, il a eu tout aux côtés de Kabila. Il a eu tout. Il a eu le mandat de député, il a été ministre, il est encore au gouvernement aujourd'hui. Mais hier, j'ai dit, il n'y a pas longtemps, il criait haut et fort, en s'adressant à Janet Kabila, avec véhémence, qu'il était le fils spirituel d'Emzé, qu'il veillait sur l'héritage. Il a menacé de taper sur le président du Sénat actuel en ma présence, mais il a été parmi les premiers qui ont précédé le président du Sénat actuel à l'Union sacrée. C'est autant vous dire que les hommes politiques congolais ont un comportement moutonnier. C'est la transhumance ou c'est le vagabondage, comme disait Etienne Tshisekedi? Je crois que c'est tout ça emballé. C'est tout ça emballé. Ils sont aussi bien dans la transhumance que dans les vagabondages. Mieux, ce sont des moutons. Des moutons qui courent généralement après des choses qui ne sont pas durables. Bon, on n'est pas là pour parler des gens, on est là pour parler d'un homme, effectivement, dont les autres témoignent aujourd'hui, mais j'aimerais, avant qu'on puisse écouter les autres parler de Matata Mponyo, vous demander de faire un exercice un peu compliqué, c'est-à-dire de ne pas verser dans des portraits du dithyrambique, dans des qualificatifs un peu exubérants, rester sobre, mais objectif. Présentez-moi Matata Mponyo en quelques lignes, Franklin Chamala. Difficile de parler de cet homme. Il est là. Absolument. Difficile de parler de cet homme qui est lui-même très complexe. Je voudrais vous dire que pour Matata, c'est d'abord la République démocratique du Congo et l'Afrique, d'abord la RDC et l'Afrique, et tout le reste vient après. Et pour ça, l'approche de Matata, c'est ce qui est connu de tout le monde, c'est qu'il considère toujours que lorsque les richesses sont produites à travers une chaîne d'efforts collectifs au nom de la solidarité nationale et de la justice sociale, ces richesses-là doivent être affectées à la promotion de l'épanouissement d'un chacun et au financement de la reconstruction de la République, si pas au financement du progrès de la République. C'est ce qui a fait que vous les voyez se battre autour du concept de la redistribution des richesses.
et des mécanismes qui devaient permettre à chaque Congolais de sentir que le pays est en train de faire un pas en avant sous sa gouvernance pendant le règne de Kabila Kabange. C'était ça sa démarche. Les richesses du pays sont produites, non pas par un seul individu, fut-il Premier ministre ou chef de l'État, mais dans une chaîne d'efforts collectifs. Et si telle est la démarche, il nous dit attention, ces richesses-là ne peuvent être affectées qu'à la promotion de l'épanouissement de chacun des Congolais. Dites-moi, Oui. qu'est-ce qui fait de Matata Oui. excellent? Est-ce que c'est sa méthode de travail? Est-ce que c'est sa personnalité? Est-ce que c'est son ambition pour le beau et le meilleur? Non, mais c'est tout ça. L'homme, il ne se satisfait jamais de ce qu'il fait, lui-même. Il ne se satisfait jamais de ce qu'il fait. Il croit toujours qu'il y a mieux à faire. C'est ça un peu l'équation Matata. Vous voyez un homme qui s'arrange. Il s'est organisé quand il était Premier ministre de suivre directement les inputs en courrier. Les courriers. Les courriers. Lorsque C'est-à-dire les quand on courriers... écrit à la primature, le Premier ministre est au courant. Non, mais vous avez aussitôt déposé les courriers à la réception, là. Le courrier est enregistré, comme ça se passe partout, mais il est scanné directement pour lui permettre de voir quel courrier est entré à l'instant même, sur son écran, parce qu'il est là, devant son écran, et il voit quand le réceptionniste a scanné, le courrier apparaître sur son écran, et automatiquement, il sait que Jean-Marie a écrit. Ah bon? Il peut déjà commencer à l'instant même. Lui, sans les concours de ses conseillers, il peut commencer le traitement de ce courrier-là. Il les lit. Mais il lit entièrement. J'ai dit, il lit entièrement. Et il peut commencer à l'instant même à traiter ses courriers. Et ce qui fait que dans les 24 heures qui suivent, il était en mesure de répondre au courrier lui adressé. Un Premier ministre qui répond 24 heures après. Il répond. Il répond, vérifié, les archives existent dans tous les ministères où nous sommes passés. 24 heures après, tout au plus 48 heures, il avait répondu en faisant des observations sur les dossiers, quel que soit leur volume. Ça s'est passé ainsi tout le temps. Voici ce qui nous a stimulés. Voici ce qui nous a poussé davantage à nous mettre sur les dossiers parce que tout était suivi. Tout était suivi. Mais le Premier ministre Matata, il vous pose des questions sur les détails. Un matin, je lui dis, mon ministre avait voyagé. J'ai dit, mais premier, nous sommes le week-end, nous avons... Vous étiez vice-ministre de plan. J'étais vice-ministre du plan. Et votre titulaire avait voyagé. Il avait voyagé, il était en Accès au mission. Premier ministre. Oui. J'accède au Premier ministre, je lui dis, mais premier, j'ai une équipe qui doit travailler ce week-end, donc un dimanche, pour finaliser le plan national stratégique de développement. Cette équipe a besoin d'une petite motivation pour travailler le dimanche, jusqu'aux heures tardives. Il me l'accorde automatiquement. Il dit, OK, votre état de besoin est approuvé. On met à ma disposition les ressources. Je les transfère à l'équipe. L'équipe arrive. Elle commence à travailler. Mais comme le chef a fait confiance, il ne s'arrête pas à la confiance. Nous sommes le dimanche où tout le monde se repose. Je suis passé pour constater si l'équipe a travaillé. J'ai donné les instructions. Je suis rentré chez moi pour me reposer. C'est quand même un dimanche. L'équipe va travailler et me rendre compte. Mais après moi, le Premier ministre Matata qui faisait son sport au centre-ville passe par là pour vérifier. Un dimanche. Un dimanche, il passe pour vérifier Au ministère. Si l'équipe était effectivement en train de travailler. Écoutez, Oui. je vais vous surprendre. Oui, Ici à Télé 50, on travaille beaucoup. oui, Je vais vous montrer comment les courriers étaient traités oui, à la primature. oui, Les courriers. n'est-ce pas? Image. Merci. Le témoignage que j'ai cet après-midi, c'est qu'en 2013, je serai un peu court, j'avais un petit souci ou un problème avec un messier en justice, toujours dans le cadre de ce que j'ai fait. Alors, vous connaissez, lui-même l'Excellence a parlé de la justice. Il y avait un petit souci avec tout ce qui s'est passé dans les temps et on me faisait marcher sérieusement. Alors une fois, j'ai décidé d'écrire à l'Excellence Matata Ponyo ici présent. Je suis convaincu qu'il ne se souvient plus, mais moi je lui ai écrit personnellement et pour dénoncer en fait ces actes-là au niveau du parquet, je ne vais pas citer les noms, comment les choses s'est passées.
Alors, à ma grande surprise, d'abord, j'arrive à la primature pour déposer la lettre, pas de tracasseries. Les choses se passent vraiment comme si c'était de l'ordinateur. Vous savez, nous et les politiciens, nous sommes un peu différents de notre façon d'approcher les choses. Nous, on sommes dans les professionnels à les privés. L'État aussi sait comment il fait les choses. Alors, c'est la première chose, d'abord, l'ordre qui régnait juste dans la réception. On réceptionne ma lettre, on pose ça sur un scanner, je crois bien, et on me remet la lettre. J'ai déposé la lettre, j'ai dénoncé les pratiques de la justice. Je vous dis, 48 heures après, je crois 2-3 jours après, on m'appelle au parquet, on me reçoit par les procureurs, et il était en train de tonner sur moi comment un dossier comme ça peut arriver jusqu'au sommet. Je lui ai dit non, ce n'est pas ma faute, j'ai fait plus de 2 mois ici, personne. Entre-temps, comment je me suis dit, j'écris à 48 heures. Moi, je suis un simple monsieur, un simple citoyen, mais j'écris au numéro 1 du gouvernement et il répond. Ce n'est pas seulement qu'il répond, son conseiller, je crois en charge de la justice, m'appelle pour en savoir plus. Je lui dis non, mais voilà, je viens déjà chez les procureurs et il m'a réussi, voilà ça. Il me dit, donne-moi la suite jusqu'à l'atterrissage du dossier. Ça, c'est un témoignage merveilleux et je tiens à remercier l'Excellence parce qu'à l'époque, quand on m'a restitué mon argent, un dimanche en plus, on t'appelle pour te restituer ton argent. Et mon père me dira, mais il faut écrire, il faut les remercier encore. Excellence, j'avais oublié. Donc. Ça donne des frissons lorsqu'on sait que même dans beaucoup de pays, lorsqu'on écrit à l'administration, aux autorités, aux élus, ça prend un temps fou. 48 heures plus tard, ces Congolais a saisi le Premier ministre, lettre scannée, lue, traitée et réponse, ou plutôt le procureur était déjà informé. Et il a eu suite, gain de cause par rapport à son dossier. C'est comme ça, les modes de fonctionnement de Matata, mon premier, comme j'aime l'appeler. Celui qui témoigne, c'est un homme d'affaires du Haut-Katanga. Haut-Katanga. Il n'est même pas de Kinshasa. Okay. Il rend ses témoignages devant une assemblée qui était réunie à l'occasion d'une conférence que le Premier ministre a tenue à Lubumbashi sur le leadership. Il rend ses témoignages, nous étions dans la salle et nous étions étonnés. Et il a demandé la parole pour témoigner. Pour témoigner, et il nous a beaucoup édifiés parce qu'il a dit beaucoup d'autres choses. Mon frère Jean-Marie, est-ce que vous savez que sous le Premier ministre Matata Ponyo, la primature était devenue les lieux où les enseignants et les élèves allaient généralement pour en visite. Pourquoi on ne visite plus le jardin de premier, la primature, le bureau de travail, le Premier ministre, la beauté de la primature? Pourquoi on ne visite pas tous ces... Non, mais pourquoi ils n'allaient pas simplement en visite? Les jeunes allaient pour c'est voir... vrai. Voilà les images. Voilà. Les jeunes y passaient pour voir les miracles qui étaient en train de s'opérer dans le pays. Nous sommes sous le régime Joseph Kabila Kabange, avec son Premier ministre Matata Ponyo, l'homme de la stabilité du cadre macroéconomique. Certains à la majorité et d'autres à l'opposition ont dit qu'on ne mangeait pas la stabilité du cadre macroéconomique. Ça veut dire qu'on Maintenant, on sent la nécessité de la stabilité. Mais la stabilité du cadre macroéconomique, ça veut dire la stabilité des prix intérieurs. Ça veut dire la stabilité du taux d'échange. Pendant tout son règne, le dollar est resté oscillant entre 9 et 9 700 les dollars. Après son départ, il a atteint les plafonds de 20, si pas plus, les dollars. 20 000, si pas plus. Qui dit mieux? Les gens disent, il était mauvais gouvernant. Mais sous son règne, moi, vice-ministre, j'avais 8 millions de francs de rémunération. Mais 8 millions de francs, ça me faisait près de 7 000 $, si pas 7 500 $. 8 millions de francs. Ça vaut combien aujourd'hui en termes de pouvoir d'achat? Écoutez, Oui. je veux qu'on puisse voir. Oui. Excusez-moi, Oui. ça tombe un peu. Si vous permettez que je finisse. Terminé. Ces jeunes qui allaient en visite à la primature, allaient pour voir l'homme qui faisait les miracles dans ces pays. Mais que voulez-vous qu'ils aillent encore voir là-bas? Que voulez-vous qu'ils aillent voir? Parce que maintenant, ils vont même à l'Assemblée nationale pour faire les deuils. Les deuils de leurs
gratuité, la fameuse gratuité de l'enseignement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a eu peut-être une mauvaise expérience à l'Assemblée nationale. Les élèves qui ont manifesté par rapport à la gratuité de l'enseignement sont partis à l'Assemblée nationale revendiquer. Mais ils sont allés faire les deuils de leur éducation. Alors, voyons, oui. à contrario, pour ne pas dire paradoxalement, ce qui se passait lorsque Matata Ponyo était Premier ministre. Mais les élèves manifestaient ou allaient à la primature apprécier ou plutôt admirer ce qui était. Mais ils y allaient pour apprendre. Voyons voir. Ces élèves-là, regardez, avec leurs enseignants, allaient pour apprendre. Ils allaient pour apprendre à connaître qui était Lumumba, dans quel bureau il avait travaillé, qui était Singa Uju, qui était Mabi Mulumba, qui était Kengo Adondo. Matata Ponyo avait donné une autre dimension à la fonction par son sérieux. Par son sérieux. Par son caractère, cartésien. Il a donné du sérieux à la fonction. Et tous les enfants, il y en a qui passaient là-bas pour lui dire « Qu'est-ce que je dois faire pour devenir moi aussi Matata Ponyo demain ?» Ah, c'est vrai. Ah oui, il y a des enfants, des amis, qui ont beaucoup... Et là, c'est Matata qui va... On va écouter un peu les enfants pour... Oui, c'est lui-même. Oui. C'est lui-même qui ont mis les enfants et qui leur dit... Écoutons. Oui. Question-réponse pour na niveau ya bana na o etali histoire ya mboka na bango. Bana ya kelasi bapesaki premier ministre bakado ya lolenge na lolenge oyo ezali kokumisa to koféliciter musala na ye lokola chef ya gouvernement ya RDC. Na tournaye premier ministre apesaki na ba représentant ya ba école statut ya premier ministre Patrice Emery Lumumba pe revue congolaise des politiques économiques. Moko na moko ya ba représentant ya ba école bazwaki maloba pona ko féliciter dynamisme ya premier ministre Matata Ponyo na maso azali ko sala pona ko matérialiser vision ya chef de l'état Joseph Kabila ya révolution de la modernité. Alors, la vidéo est un peu longue. Ce que j'aimerais vous demander, Franklin Chamala, j'allais vous appeler Boukaka, qui est un grand homme qui nous a quittés de Brazzaville, pour qui j'ai une considération, pour ne pas dire admiration extraordinaire. Il faut qu'on nous prépare un peu le témoignage de la communauté dite internationale. Comment eux aussi, ils considéraient Matata Ponyo, mais... Ce que nous disons ici, d'aucuns penseraient que c'est les éloges farfelus à Matata Ponyo. Est-ce que les Congolais de l'intérieur que vous êtes, les collaborateurs de Matata Ponyo que vous étiez, vous continuez à être, mais ceux qui étaient aussi, parlons un tout petit peu de cette notion de troïka stratégique. C'était quoi ? Mais c'était le cadre dans lequel les mesures de conjoncture, les mesures destinées à gérer la conjoncture économique étaient pensées et proposées au gouvernement. C'est là, la troïka. La troïka. Et donc, chaque fois, il fallait bien faire la revue de la manière dont la conjoncture... sur la conjoncture économique. Un Premier ministre qui s'est réveillé à 5 h du matin et cette réunion s'est tenue avant 7 h. Oui, il tient cette réunion et en déjà 1 heure, il a fait la revue de toute la conjoncture économique sur le plan national et international. Les mesures qui doivent être prises ont été étudiées là et les notes sont préparées à l'attention de tel ministre sectoriel ou de tel autre en vue de la présentation du dossier à une commission gouvernementale pour son étude, son approfondissement, pour un prochain conseil ministre. C'est ça la pédagogie de Matata Ponyo Mapon. Et ce qui s'en est suivi, c'est que vous avez vu que les prix intérieurs étaient stables sur les marchés, les taux de change étaient stables, et les enseignants et les fonctionnaires de l'État étaient payés tous les 15 du mois, tous les 15 du mois. Tous les 15, la paye de tout le monde était effective. Il n'y avait pas les 207 de... Non, il y avait la paye, y compris la paye des ministres. Tous les 15. Elle était intervenue et la prise en charge
du fonctionnement des institutions étaient assurées, les peu de ressources qui étaient dégagées pour couvrir quelques investissements étaient dégagés, et donc l'État a continué à fonctionner régulièrement. De sorte que les fonctionnaires commençaient à dégager des petites épargnes en francs congolais. Ils pouvaient être éligibles au crédit dans des banques ici, et on sentait que la vie, elle bougeait. Elle bougeait. Et les francs congolais avaient toute sa valeur. Toute sa valeur, parce que nous épargnions en francs. On ne pouvait pas s'inquiéter parce que le franc était stable. Il était stable. Les gouvernants de ce type, on les célèbre. Vous avez suivi en Allemagne, qu'Angela Merkel a été célébrée après 18 ans de règne. Nous devons apprendre dans ces pays aussi, si nous voulons être bénis par le Seigneur, à célébrer les meilleurs d'entre nous. Nous devons apprendre à les vanter, à les présenter comme exemple aux générations, aux jeunes, pour les obliger à copier ces exemples-là. Alors, dites-moi un peu, Franklin Tchamala, Matata n'était pas en programme avec les bailleurs de fonds, notamment les fonds monétaires internationaux. Pas du tout. Alors, nous allons écouter Christine Lagarde, Oui. qui présidait le Fonds monétaire international. C'est une Française, ancienne ministre des Finances de France, haut fonctionnaire de très haut niveau. Tout à fait. Ce qu'elle a dit des Matata Amponio, alors que la RDC n'était pas en programme avec le FMI. Exactement. Fort heureusement, malgré les turbulences mondiales et malgré les risques qui s'accumulent à l'horizon, il y a un certain nombre de pays qui arrivent à mieux tirer leur épingle du jeu. Et je constate que la RDC, grâce à des matières premières dont elle dispose, grâce à une économie plus diversifiée que d'autres, résiste plutôt mieux que d'autres aux difficultés économiques actuelles. Mais cela n'empêche qu'il faut avoir une politique rigoureuse, disciplinée, et être très attentif à la poursuite de la diversification de l'économie en même temps qu'à la préservation des ressources. Je suis sûre que Monsieur le Premier ministre aura à cœur de le poursuivre, mais dont il a fait la démonstration d'un bon travail jusqu'à maintenant. Dites-moi, Matata Amponio avait payé combien à Christine Lagarde pour un témoignage d'un tel niveau? Dieu sait combien cette femme, non seulement elle est exigeante, mais elle est au sommet de finances mondiales. Mon frère Jean-Marie, nous ne vivons pas en autarcie. Tout ce que nous faisons est connu des autres. Tout ce que nous faisons est archivé par les partenaires qui sont ici et qui nous côtoient. Les partenaires, ça veut dire les ambassades qui sont ici, qui nous côtoient, qui nous accompagnent dans l'exécution de certains programmes, de certains projets. Tout ce que nous faisons est archivé chez eux. Ils connaissent qui est quoi et qui vaut quoi à travers la classe politique de notre pays, si pas à travers la classe politique africaine et du monde. Ils connaissent. Que Christine Lagarde ait dit ça, ce n'est pas venu comme ça. Elle a lu les rapports. Elle a suivi des indicateurs précis de gestion. Elle a lu plusieurs fois les rapports, d'une année à une autre. Elle a tenu des réunions avec les membres du gouvernement, les gouverneurs de la banque, je le vois là, et les autres, les ministres Yav. Et elle a vu, elle a entendu des choses qui l'ont rassuré. Nous sommes en pleine crise de la supprime, en pleine crise qui a frappé la plupart des immobilière aux États-Unis, qui Voilà. avait fait tomber plein d'entreprises, Mais et qui a- beaucoup de pays sont en crise. mais qui a frappé beaucoup de nos partenaires économiques. Les partenaires qui achètent chez nous, les minerais notamment, et donc qui nous donnent beaucoup de ressources grâce auxquelles les pays vivent. Nous sommes en pleine crise en ce moment-là. Elle arrive, elle trouve un gouvernement serein avec un tableau de bord qui montre que tout est suivi et que tout est sous contrôle. Elle peut faire ce témoignage-là. Alors aujourd'hui, Oui. avec recul, qu'est-ce qu'il a fait Matata Amponio? D'abord, sur le plan des infrastructures, sur le plan économique. Donnez quelques faits qui démontrent que sur le plan des infrastructures, Matata a laissé ça, il a laissé ça, il a laissé ça, il a laissé ça. Sur le plan économique, voici comment ça a été. Sur le plan social, pendant le 5-6 ans de Matata Amponio, voici ce qu'il a fait. Vous direz quoi à la génération actuelle? Non, mais Matata, c'est, comme je le répète, l'homme de la stabilité. La stabilité. Parce que la stabilité,
prépare la croissance. Il y a travaillé parce qu'il hérite d'un pays Oscillant. Oui, voilà. Post-dette, parce Voilà. que les 13 milliards de dollars. Mais il PPTE, arrive. c'est après Mais lui. quand il prend le pouvoir, c'est l'M23 qui s'annonce à Goma et qui occupe Goma. les Kivu utiles. Et donc, nous sommes dans cette configuration-là, mais il ne baisse pas les chines. Il est là, il maintient les caps pour la stabilité du cadre économique, ça veut dire la stabilité des prix intérieurs, la stabilité de taux de change. Il est là, il y travaille avec assiduité avec son gouvernement et les résultats peuvent être ressentis par la maman qui vend le pain et qui ne peut pas se plaindre parce que son revenu, quand il a vendu le pain, peut lui permettre d'aller sur les marchés et d'acheter les ndunda, les mpiodi au même prix chaque jour. Jean-Marie, au même prix chaque jour. Pas beaucoup de fluctuations. Donc les mamans pouvaient faire des prévisions sur base de ce qu'elles gagnaient. Mais vous avez utilisé le mot qu'il faut en économie. Les agents économiques, les individus, les ménages ou les entreprises ont besoin de faire les prévisions, ne fût-ce qu'à court terme. Et pour les faire, les éléments qui permettent de faire ces prévisions, c'est notamment la stabilité des prix et la stabilité de taux de change. Vous pouvez faire les prévisions sur un mois en sachant que les prix sont stables. Les mamans qui vendent le pain et qui se réveillent à 4 h du matin, ces mamans qui sont son modèle, il me l'avait déjà dit, il se réveille à 4 h du matin parce qu'il sait qu'en ce moment-là, les mamans qui vendent le pain sont déjà debout aussi. Il me dit, mais comment voulez-vous que je dorme pendant que ces mamans-là sont déjà en train de s'occuper de notre économie? Et ces mamans pouvaient vendre le pain tranquillement en sachant que dès qu'elle a vendu le pain, elle peut faire son épargne sur la carte et aller acheter les mpiodi ou les ndunda au même prix chaque jour. Mais le fonctionnaire de l'État, qui a son salaire les 15, pouvait faire des petites prévisions en termes d'endettement. Il pouvait faire des petites prévisions pour contracter un crédit dans une banque. Mais grâce à la stabilité du cadre macroéconomique, Matata a pu payer les bus Transco, il n'a pas payé à crédit. Il les a payés comptant, Jean-Marie. Transco. Transco, les bus Mercedes ont été achetés au comptant. Comptant, argent comptant. Sur fonds propres. Sur fonds propres. Vous comprenez? Les avions dont on parle, des Congo Airways, Matata n'a pas payé à crédit. Ni à Le leasing. premier paye comptant. Qui pouvait attendre ça de la RDC à cette époque-là? Un pays post-conflit, un pays en guerre, un pays dont les séries des dirigeants laissaient à désirer face aux partenaires. Mais nous sommes en ce moment-là face à Matata qui paye tout ça. Il commence à travailler sur les infrastructures. Est-ce que vous savez que les bâtiments qui abritent aujourd'hui, même la Cour constitutionnelle qui va les juger, Oui. ces bâtiments-là a été réhabilité par Matata sur la place royale et équipé par lui. Ah bon? Ces bâtiments réhabilités par Matata va abriter le procès de la honte, le procès lâche contre celui qui l'a réhabilité et équipé. Vous voyez bien C'est vrai que notre- ces bâtiments, ça datait des années 70-80, c'était devenu une pourriture. Hein? Mais c'était une C'était pourriture. une poubelle. Personne ne pouvait y entrer. Ce quartier-là, c'était un quartier qui sentait, qui puait. Vous comprenez? Mais grâce à son assiduité, grâce aux convictions qu'il avait forgées en lui-même, c'est devenu le quartier administratif le plus beau de la ville d'ailleurs. Et tous qui les ministères abrite- sont là-bas. Mais la Cour constitutionnelle, qui va le juger à travers ce que nous appelons procès de la honte, procès lâche, le procès lâche du siècle, la Cour est abritée dans un bâtiment qu'il a réhabilité, qu'il a équipé. On a ici un rapport de PNUD, hein, Oui. les Nations Unies d'ailleurs, rapport du développement IMA Oui. de 2015. Oui. La RDC gagne 11 places dans le classement mondial. Tout à fait, tout Hein, à fait. On est là le 17 décembre 2015. Tout à fait. J'étais dans la salle lorsque ce rapport est présenté par le PNUD. Oui. Mais j'ai dit, c'était un miracle. Parce que nous sommes en guerre. On est en guerre, mais pendant ce temps, on constate sur beaucoup d'indicateurs que le pays est en train de bouger. La mortalité infantile connaît du recul. La mortalité maternelle connaît du recul. Les PIB du pays est en train d'exploser. Mon frère, Jean-Marie Kassamba. On a failli frôler la croissance à 2 chiffres. Tout à fait, tout à fait.
Et donc, les partenaires qui voient ces choses et qui voient comment ces pays qui étaient comptés parmi les derniers sur les classements de l'IDH, qui voient comment le pays est en train de glaner quelques points, ce jour-là, vantent les prouesses du gouvernement congolais. J'étais dans la salle. Beaucoup des hommes de la presse étaient là dedans également et ont vu comment notre pays a été vanté par le PNUD et par les autres partenaires qui étaient là dans la salle au regard des prouesses qui sont accomplies à cette époque-là. Mais voyons, Jean-Marie, notre pays peut encore faire mieux aujourd'hui. Mais tous ceci, laissez-moi vous poser cette question, parce que ceux qui sont chez eux à la maison, ils vous disent, mais pourquoi tant d'éloges sur Matata Mponyo? Est-ce que quelqu'un peut en témoigner davantage aujourd'hui? Beaucoup d'adultes en ce moment, y compris ceux qui sont aux commandes, se rappellent comme hier ce que Matata a pu faire dans ce pays. Pourquoi les gens se taisent et pourquoi les gens cautionnent cet acharnement contre Matata? Non, c'est clair, mais déjà, à cette époque-là, je me rappelle avoir participé à une réunion qui était tenue... ça, ce n'est pas un secret d'État. Ce n'est pas un secret d'État. Je me permets de vous en parler. Oui. C'est une réunion qui est présidée par le président Aubin Minakou. J'y participe aux côtés de beaucoup d'autres. Le vieux Luzanga est aussi dans la réunion, Pessonam. Le vieux Atundu est dans la réunion et beaucoup d'autres collègues. Mais c'est une réunion au cours de laquelle on ne parle que de Matata. Disant quoi? La réunion est présidée par le président Aubin. L'ordre du jour, c'est Matata. On parle de quoi? On nous dit il y a eu telle émission qui a été produite sur la RTNC et où les journalistes se sont complis à vanter simplement les réalisations de Matata. Ça veut dire que cet homme est dangereux pour Kabila. Ça se passe là en ma présence. La réunion se tient au bureau du président Aubin Minakou, qui était mon secrétaire général à la majorité présidentielle. Nous sommes réunis là pour parler de Matata parce qu'il en fait trop. Les journalistes parlent de lui, il parle des réalisations de son gouvernement. Ça veut dire que Matata a été combattu de l'intérieur. Mais je parle là d'une réunion à laquelle je prends part. Aux côtés de Yves Kissombe, qui est vivant, aux côtés de India Omari, qui est vivant, aux côtés du vieux Atundu, qui est vivant, aux côtés de Mende, qui est vivant, n'est-ce pas? Et l'ordre du jour, c'est Matata, il est chef du gouvernement. Son tort, c'est qu'il y a un journaliste ou des journalistes qui passent leur temps à vanter les réalisations de ton gouvernement. Et déjà à cette époque, au cours de la réunion, on nous dit non, c'est un homme dangereux. Lui, là, il dit à toutes les chancelleries que c'est lui l'homme intelligent ici, c'est lui qui fait tout. Il est même beaucoup plus intelligent que le président Kabila, c'est lui qui fait tout et tout. Ça se passe dans une réunion à laquelle je prends part. Je voudrais que quelqu'un me contredise. Parce que le lendemain, beaucoup de journaux ont relayé l'information. C'est de Matata qu'il s'agit. À la suite de cette réunion, Matata est convoqué à Kingakati. Il comparait devant les bureaux politiques de la majorité présidentielle pour cette affaire de l'émission simplement. Il comparait. Il est traité de tous les noms d'oiseaux parce qu'il en fait trop. Comment vous étonnez-vous qu'un homme comme celui-là soit candidat à la mort aujourd'hui? Est-ce que... Comment vous étonnez-vous? On est en train un peu de ventrer le boa, là. Oui. Ça veut dire que les attaques de Matata ne viennent pas seulement de l'Union sacrée ou du pouvoir actuel. Ça émane aussi de sa famille politique. Non, mais qu'est-ce que les gens de l'Union sacrée en savent? Les gens de l'Union sacrée, ce sont les gens auxquels on passe les relais. On leur dit... On a passé le relais. Oui, oui. Et ceux qui passent les relais sont là où vous connaissez. Ils disent, cet homme-là est dangereux. Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, il est très dangereux. Il faut les tuer. Si vous ne les tuez pas, vous pouvez désespérer. C'est ça, les torts de Matata. J'aimerais qu'on écoute un homme de Dieu. Oui. J'ai vu tout à l'heure, parce que, comme qui dirait, les voies du Seigneur sont impénétrables, mais comment un homme de Dieu peut témoigner aussi sur Matata Mponyo? Et on l'écoute, et on continue cette discussion autour de Matata Mponyo, parce que, de temps en temps, il faut se rappeler ce que sont réellement les hommes. Absolument, il faut nous en rappeler, et c'est à cette occasion que nous essayons d'éventrer les boas, sans trop en dire. Écoutons. Jusque-là, Kindu était comparé à ma ville natale, Bandundu-ville. Mais aujourd'hui, Kindu a décollé grâce aux convictions
et aux efforts et aux abnégations, des sacrifices du ventre d'une personne. Là où un préfère aller faire de l'argent du Congo une cité d'ambiance, lui a fait une cité économique avec des preuves palpables, des jeunes qui sont aujourd'hui fiers d'être de cette ville parce qu'ils ont étudié dans une école distinguée, ils sont passés dans une université. Moi j'étudie en Allemagne, j'ai vu ce que nous avons ici à Kindu. Donc en fait c'est une copie conforme de la prétention allemande d'être une ville, un pays d'excellence. Et c'est ça que M. Matata a transposé ici. Il faut féliciter M. Matata. Il faut avoir le courage de parler du bien de lui et le respecter. Il doit être respecté parce qu'il est capable de faire abnégation. Tuer le plaisir du ventre, c'est un grand sacrifice. Parce que tout le monde aime manger et boire. C'est le sacrifice qui tue le plus au monde. Dans des pays où l'on ne veut pas se développer, on développe le ventre. Et regardez, M. Matata, il n'a pas de ventre. Et donc, voilà, son ventre maintenant, c'est devenu cette géante université. Hein? Il a tué une pièce de son corps et il a fait grandir les pièces où tout le monde peut trouver son corps. Et c'est ça qui fait ma joie. C'est trop fort ce qu'il dit. Mais j'aimerais qu'on parle un peu, quelques minutes, de Matata Mponyo, l'homme de terrain. Kindu, avant l'implication de Matata, parce que le Maniema a toujours connu des grands leaders, hein, qu'on se le dise, depuis les années 60, les années Mobutu, jusqu'à aujourd'hui. Qu'a-t-il fait au Kindu? Parce que moi, j'étais au Kindu il n'y a pas longtemps. Lorsqu'on cite le nom de Matata, on a l'impression que c'est l'icône du coin. Qu'a-t-il fait chez lui? Mon frère Jean-Marie, Lumumba, notre héros national, et beaucoup d'autres. Mzee Laurent Désiré Kabila, et Kimpa Vita, Kimbangu, Tshisekedi Étienne, c'est des gens qui ont fait d'énormes sacrifices pour ces pays. Lumumba est mort pour l'indépendance de notre pays. Il est mort pour la reconquête de notre dignité et de notre liberté. De sorte que s'il se réveille aujourd'hui, face à tous ces nationalistes déclaratoires. Déclaratoire du tout. Oui, j'ai dit les nationalistes que vous avez ici, qui vous disent je suis lumumbiste, et qui ne le sont que par des déclarations qu'ils font. Parce que quand vous allez chez eux là-bas, Sankourou, oui. C'est des écoles avec des toitures en paille. Oui. Les enfants sont assis à même le sol. Oui, mais Lumumba, s'il se réveille aujourd'hui avec beaucoup d'autres, ils ne se reconnaîtront pas à travers notre nationalisme déclaratoire. C'est des gens qui vous disent « peuple d'abord », mais qui font autre chose. Lorsque Tshisekedi, que j'ai connu, avec qui j'étais au gouvernement, disait « peuple d'abord », on pouvait les vérifier à travers ses actes. On pouvait les voir agir conformément à ce qu'il dit. Mais s'il se réveille pour voir ce que ses successeurs sont en train de faire, je prends le risque de les dire. Je crois qu'il va les maudire tous. Ceci étant dit, nous n'avons pas besoin d'une nouvelle servilité. Nous avons besoin des hommes qui sont opératoires. Des gens qui comprennent les besoins. Nos besoins sont complexes. Les gens qui font ça. Oui, les gens qui comprennent les besoins complexes du peuple congolais. Ça, c'est congolais. l'université de Kindu. Oui, les gens qui comprennent ces besoins complexes et qui y apportent des réponses concrètes. Pas des réponses contrastées. On nous dit gratuité de l'enseignement. C'est défini dans la Constitution. Ça doit être suivi par des mesures d'application claires qui nous disent si l'enseignement est gratuit, qui le prend en charge. On ne peut pas dire l'enseignement est gratuit, ça veut dire que l'enseignant est devenu philanthrope. Non, ça c'est injuste. Vous comprenez? Et donc c'est ça qui fait en fait le contraste des réponses que nous donnons aux problèmes de notre société. Vous comprenez? Et donc le Congolais n'a pas besoin de réponses contrastées. Le Congolais a besoin de réponses concrètes. A-t-on besoin d'une école? On voit l'école. Est-ce qu'on a besoin d'un hôpital? On voit l'hôpital. Savez-vous qu'à Kindu, j'ai été prise en charge dans un hôpital où les soins sont dispensés gratuitement. À Kindu? À Kindu, gratuitement, grâce à un appui de la Banque mondiale.
la Banque mondiale a commencé son programme pilote de dissémination de la gratuité des soins médicaux dans notre pays, dans une formation médicale à Kindu. Et je me retrouve là, et je revenais du sport, j'ai fait un faux pas devant ma chambre, je suis tombé, on me transporte jusqu'à l'hôpital de Kindu. Là-bas, j'arrive, on me prend en charge, scanner ici, scanner là-bas, examen ici, examen là-bas. Je sors de l'autre côté un paquet de médicaments, je demande la facture, on me dit non, ici on ne paye pas. Au Congo et au Congo, à Kindu, on me reprend dans une ambulance pour me déposer à ma chambre. Et 2 jours après, je rentre pour un contrôle gratuitement. Il n'y a pas que moi qui ai bénéficié de ça. C'est ça les systèmes à cet hôpital-là. Et donc, je dis, dans ces pays... fait dans son fief Matata Mponyo? Mais c'est du concret. Là où il fallait une route, la route est là. La voirie de Kindu. Oui, lorsqu'il fallait une école, l'école est là. Il y a même une école où l'enseignement est gratuit depuis la maternelle jusqu'à l'école secondaire. Vous imaginez? Jusqu'à l'école secondaire, c'est gratuit. Les enfants bénéficient de tout. Ils ont l'uniforme, ils ont les cartables avec les fournitures scolaires, ils mangent à midi. Je dis ils mangent à midi. Mais dis-moi, vous avez appris pendant cette crise du Covid, ça s'appelle le Covid ou la Covid, je ne sais pas. Les deux. Les deux. Qu'en France, les Français qui ont un PIB 100 fois plus que le nôtre, à la suite de la crise du coronavirus, à la rentrée passée, en 2019 ou en 2020, chaque parent a bénéficié d'une subvention étatique qui correspond au nombre d'enfants qu'il avait pour lui permettre de couvrir les besoins de la cantine pour les enfants, et des fournitures, et du transport. Et tout. Mais si déjà dans ces pays-là, on pense à appuyer les parents dans ce qu'ils font, dans ces pays, que faisons-nous? Nous pensons à appuyer les députés nationaux. Vous voyez, en termes de programme, au lieu d'appuyer les Congolais, qui sont représentés par les députés nationaux, les députés nationaux, eux, demandent d'être appuyés d'abord eux. Et ils peuvent recevoir un véhicule. Maintenant, on m'apprend que les sénateurs vont s'y recevoir. Est-ce que c'est juste? C'est juste, est-il juste que les richesses du pays qui sont produites dans une chaîne d'efforts collectifs puissent bénéficier aux uns et pas à d'autres? Matata, ce n'est pas un homme comme ça. Matata, il dit c'est injuste. C'est un homme de la justice sociale, un homme de la solidarité nationale, un homme qui pense que lorsque les richesses sont produites par une chaîne d'efforts collectifs, il faut que ces richesses permettent à chacun de s'épanouir. Alors, dites-moi, on a dit que Matata Mponyo, il a mal géré, il a volé l'argent de la République. Mais pourquoi il a mis la bancarisation en place? Mais ceux qui disent qu'il a volé n'ont jamais apporté la moindre preuve qu'il a volé. Il a demandé la moindre preuve. Dans le dossier ici de la zarianisation, il dit « Je vais avoir la preuve ». On apporte un témoin. L'ancien DG de l'OGDEP. Il dit, posez-lui la question, est-ce qu'il m'a déjà vu lui dire de mettre mon parent sur la liste des gens qui doivent bénéficier des paiements là-bas? Il dit, non, vous ne me l'avez jamais demandé. Ceux qui sont payés, ce sont les créanciers bien identifiés. Alors il dit, qu'est-ce que je fais ici? Le procureur n'a jamais répondu. À travers ce dossier honteux de Bukangalonzo, on dit de lui qu'il est le responsable intellectuel. Responsable intellectuel. Alors il dit, ça veut dire quoi, responsable intellectuel? Personne ne lui dit quoi que ce soit. Parce qu'on n'a pas été à mesure d'apporter la moindre preuve d'un seul sou qu'il aurait sorti et qu'il aurait mis dans sa poche sur les comptes de Bukangalonzo. Mais que cherche-t-on? De quoi a-t-on peur? De quoi a-t-on peur? Dans tous les cas. Dans tous les cas. Prenons, imaginons le pire des scénarios. Que Matata soit tué. L'esprit Matata ne disparaîtra pas. Autant que l'esprit de Lumumba n'a pas disparu dans ces pays. On continuera à enseigner autant l'esprit de Lumumba et l'esprit de Matata à travers tous les pays, à travers le monde. Et ce sera aux grandes dames de ceux qui l'auront tué. Qu'est-ce qui fait que les jeunes, dans les universités, à travers le pays, lorsque Matata envisage des conférences, donne des conférences, les jeunes viennent tant avec cet engouement à la cravate rouge qui est désormais
dans les chefs de beaucoup de jeunes aujourd'hui. Mais le numérique a permis aux jeunes de connaître la vérité à travers ce qui se passe. Autant les Nations Unies ont découvert la vérité à travers les enquêtes qui ont été menées par la MONUSCO ici, autant les jeunes qui sont dans le numérique, dans l'antique, qui sont surtout les réseaux sociaux, ont fouillé et ont découvert la vérité. Tout le monde sait que ça, c'est un procès politique. C'est un procès politique, un procès qui, au finish, doit permettre d'éliminer un potentiel candidat qui gêne. Rien que ça. C'est tout, il n'y a que ça, il n'y a rien d'autre. Il faut éliminer Matata parce que c'est un potentiel candidat qui est cité dans tous les sondages comme étant un challenger très sérieux. Il faut l'éliminer et par tous les moyens. Tous les jeunes le savent et le monde entier le sait. Les diplomates ici qui sont chez nous le disent haut. Pourquoi ne le dirais-je pas? Je viole quelle loi du pays en les disant? Vous voyez? Il n'y a que ça. Matata n'a jamais rien fait. Il n'a jamais rien fait. Écoutez, on est en direct. Je viens de recevoir une dépêche. On me dit que l'avocat français, Maître Veil, de Matata Ampogno, qui devait venir pour sa défense ici, son visa a été refusé. Non, il n'y a pas que son visa qui est refusé. C'est quoi? Le pouvoir a fait une telle pression sur les barreaux de Kinshasa pour que même l'accréditation... Qui ne soit pas accrédité. Qui ne soit pas accrédité. Que l'accréditation lui soit refusée. Mais pourquoi? Mais on a peur. On a peur, comme a dit Jibin Piana, et c'est l'homme qui a peur. Vous voyez, mais de quoi a-t-on peur? C'est l'homme qui a peur. Mais de quoi a-t-on peur? Pourquoi on peut empêcher un avocat de venir défendre? C'est justement l'état de droit. Mais c'est ça la question que nous nous posons. On nous dit que nous sommes dans un état de droit. Mais lorsque même le droit de la défense n'est pas garanti. La justice juste, oui, équitable. Oui, lorsque dans une justice qui est réputée être juste, même le droit de la défense n'est pas garanti. Déjà, vous avez vu comment la Constitution a été malmenée, comment les lois du pays sont malmenées. Le Sénat a dit dans sa résolution qui est coulée noir sur blanc qu'il n'autorise pas les poursuites engagées contre Matata dans ce dossier de Boukangalonzo parce que le dossier est vide. Il est vide. Ce dossier-là est vide. Et le Sénat a dit, je n'autorise pas. Mais contre l'avis du Sénat, les poursuites sont engagées. Nous sommes dans quel état de droit alors? Nous sommes dans quel état de droit? Et maintenant, au-delà de tout ça, même l'avocat qui devait venir pour renforcer son équipe de défense, ici, on lui refuse l'accréditation. On dit à l'ambassade, ne lui donnez pas les visas. Non, quand même pas. De quoi a-t-on peur? Quand même pas. De quoi a-t-on peur? Nous demandons simplement aux observateurs des Nations Unies qui sont ici sur place de prendre acte de la chose. Parce que dans tous les cas... Mais il y avait quand même le rapport des Nations Unies qui a été remis au secrétaire général des Nations Unies qui évoquait que les dossiers Matata faisaient partie pas des manœuvres, mais des pratiques allant dans le sens de l'empêcher d'être candidat président de la République. Je vous pose un peu cette question autrement aujourd'hui. On a vu beaucoup de ONG aujourd'hui manifester leur opposition, pour ne pas dire dénoncer un peu ce comportement des procureurs par rapport à ces Matata. Tous ces témoignages, on va dire, d'éloges, de félicitations, de positivisme, on va dire comme ça, pourquoi les autres, enfin, ceux qui attaquent Matata, ils sont insensibles? Mais ils sont insensibles pour la raison qui est mise à nu par les Nations Unies. Tous les sondages, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, sur les potentiels candidats, créditent Matata beaucoup de suffrages. Tous les sondages. Déjà. Mais puisque chez nous, dans ces pays, les gens sont accrochés au pouvoir, même quand ils savent que ce pouvoir ne sert à rien. Vous voyez? Les gens, ils sont accrochés au pouvoir pour le pouvoir. Un homme comme Matata ne peut pas être bien vu. Et donc j'accuse le pouvoir de mon pays de vouloir tuer Matata. Je l'accuse. Mais il y a quand même un paradoxe parce que notre président a dit qu'il pensait beaucoup de bien du Matata Ampogno. Ah oui, bon, maintenant nous attendons que cela soit suivi des actes. Parce que les dires
Mais est-ce que vous savez que Judas était parmi ceux qui embrassaient Jésus? Oh, pas l'analogie jusqu'à présent. Non, j'ai dit que Judas qui a trahi Jésus, c'était son neveu. C'était parmi les gens qui savaient embrasser Jésus. Et il l'embrassait, Judas. Mais ça n'a pas empêché de les tuer. Et donc en politique, la politique est en fait le monde du cynisme. Il faut vous méfier des déclarations de ce genre-là. Parce que c'est alors que l'on fait des déclarations comme ça que l'on est souvent tenté d'aller dans les sens contraires de ces déclarations. Quel est le moral de ce monsieur? Le meilleur Premier ministre que la République ait connu jusqu'aujourd'hui. C'est Peter Kabin de qui l'a dit. Oui, mais il est serein, Matata. Il est très serein. La preuve, vous avez lu son éditorial récent sur cette affaire des réserves d'échange de notre pays. Oui. Il est serein, il passe son temps à réfléchir parce que lui, c'est un révolutionnaire de l'écrit et de la réflexion. Il passe son temps à réfléchir et à écrire, même quand on lui aura privé la liberté. J'ai noté sur l'extrait des rôles qui est publié par la Cour constitutionnelle que sur les bandes accusées, il y aura Matata, Kitebi et un autre, tous libres. Oh, je suis étonné d'apprendre que Matata est libre. Il vient comparaître libre. Le 25 ? Libre. Non, mais est-ce qu'il... Qui a dit que Matata était libre? Il n'est pas libre. Matata n'est pas libre. Matata ne peut même pas aller à Kindu, chez lui, ici. Lorsqu'il a demandé l'autorisation d'aller se faire soigner, les soins médicaux, un droit qui lui est garanti par le règlement intérieur du Sénat, lui, un élu, on le lui a refusé. On le lui a refusé. De quelle liberté parle-t-on? De quelle liberté parle-t-on? Non, arrêtons la diversion. Matata, ce n'est pas un homme libre. Matata, c'est un homme dont la liberté est brimée dans ces pays, dont les droits sont brimés dans le pays. Vous savez qu'on est suivi à travers le monde. Mais je l'ai dit à haute voix. Parlant comme ça, vous êtes en train de... Je suis un responsable. Considérer Matata comme un prisonnier à ciel ouvert. Mais vous n'avez pas vu Matata malmené par la police dans sa résidence? Un Premier ministre honoraire, avec tout le travail qu'il a battu dans ces pays. On envoie une mettre des policiers chez lui, qui entre jusque dans sa chambre à coucher, qui fuit jusque en dessous de son lit. Et les images passent à travers le monde. Mais vous voulez qu'on nous accorde quel respect? Matata, ce n'est pas un homme libre. N'en déplaise à ceux qui écrivent qu'il est en liberté, Matata, ce n'est pas un homme libre. Et donc je dis, arrêtons de faire ce théâtre. Nous savons déjà où ça nous mène, mais nous disons que mort ou vivant, les exploits de Matata seront enseignés à nos enfants, et même aux enfants de ses accusateurs, et même aux enfants de ses tortionnaires. Cette histoire-là sera enseignée, qu'ils le veuillent ou non. Merci beaucoup, Franklin Chamala, vice-ministre honoraire du plan. Vous faites partie de ces courageux qui continuent à présenter le parcours élogieux, pour ne pas dire exceptionnel, de Matata Ponyo, qui a bénéficié de beaucoup de témoignages, y compris de la haute finance internationale, en rappelant l'information qui est tombée, son avocat, Maître Veil, qui est d'ailleurs l'élève de l'actuel ministre de la Justice de France, a été empêché effectivement d'avoir et son visa en France et surtout n'a pas été accrédité au niveau du barreau de Kinshasa pour venir faire son travail de défense de Matata Ponyo. Merci. On va continuer à parler de ces dossiers et surtout si vous voulez savoir sur Matata Ponyo, beaucoup de publications. Il y a d'ailleurs au sein de cette structure qu'on appelle Congo Challenge, quelques publications sur l'économie de notre pays, sur la conjoncture, très bien écrites par des grands professeurs d'université. Et Matata Ponyo continue à consulter, à lire, mais également à peaufiner sa stratégie parce qu'un leader, effectivement, rencontre des difficultés, mais le plus important, c'est de les surmonter. À très bientôt.